très bel héritage qu'on peut faire à des enfants, à des gens qui nous suivent, c'est justement de leur laisser ça, cette image-là d'un quotidien qui, ça peut paraître banal pour certains, mais ça ne l'est pas pour moi. Alors, mes deux prochains invités avec qui on va prendre un café ce matin, un café virtuel, bien sûr, vous les connaissez très, très, très bien. Un des deux, vous le voyez régulièrement sur mes chaînes. Puis, j'aime beaucoup parler politique avec lui, de ce qui se passait également en France. Vous avez appris à le connaître à travers mes chaînes, justement parce que on discutait et on faisait venir plein d'invités avec qui on parlait. On parlait de la crise, on parlait de la politique là-bas. On aimait beaucoup suivre les mêmes émissions en France. L'autre, ben, vous êtes nombreux à considérer que même s'il fait partie là, des médias traditionnels, ben, son style, ses analyses, vous les appréciez parce qu'ils permettent justement de sortir des sentiers battus du prêt-à-penser. Alors ce matin, ça me fait plaisir de prendre un café avec mon ami Olivier et M. Stéphane Bureau. Bon matin à tous les deux et ben, bon après-midi pour vous, M. Bureau. Merci d'être là. Allô. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et cette semaine, ben, on a eu le droit à un débat de Trump et Biden, un débat que j'ai suivi. Je l'avoue, candidement, c'est la première fois que j'écoutais un débat américain. J'ai bien aimé l'exercice. J'ai été, bon, comme plusieurs, j'ai été déçu par plein de choses, mais j'ai beaucoup aimé l'exercice. J'ai trouvé ça, ma foi, ben, sympathique comme façon de faire, d'apprendre à mieux connaître deux candidats. Mais surtout, je me suis posé une question et, M. Bureau, à quoi ça sert un débat tel qu'on l'a vu ce jeudi? Une question d'abord pour vous, Samuel. Déçu par quoi lors du débat? Parce que vous avez dit que ça vous a intéressé, mais que vous avez été aussi déçu. J'ai été déçu par les deux hommes. J'ai trouvé qu'on ne portait pas le citoyen américain à l'honneur. J'ai trouvé qu'on ne le considérait pas. On était dans une guerre de personnalité. J'en veux aux politiciens qui ne considèrent pas les Américains qui vont perdre des maisons parce que les taux d'intérêt augmentent ou parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du pain et une épicerie convenable dans le réfrigérateur de leur famille. J'en veux à ces politiciens qui sont là pour une guerre d'image. J'aimerais des fois entendre plus de mieux, justement, pour aider ces gens-là à garder l'espoir, de continuer à travailler et de subir ce qu'ils subissent, justement pour améliorer leur sort. C'est dans ce sens-là que j'ai été déçu. Merci de la précision. Je dirais à ce moment-là que moi, j'en veux à tous les politiciens qui ne sont pas là parce qu'on ne peut pas reprocher à ceux qui occupent l'espace d'occuper l'espace. Ils savent ce qu'ils font. On peut ne pas les aimer, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de citoyens ou de politiciens alternatifs qu'on se retrouve en face de ce choix qui pourrait, dans quelques semaines, je fais évidemment les choses un peu à la blague, mais qui pourrait se retrouver entre... Je parle des Américains, se retrouver entre président à l'unité gériatrique et puis un candidat au présidentiel qui serait emprisonné. C'est effectivement, du point de vue, disons, du divertissement, c'est du sans précédent du point de vue de l'état de la démocratie et de ce pays qui se dit, et qui a probablement raison en disant qu'il est la plus grande puissance du monde. C'est très, très, très inquiétant. Donc, débat hors norme, hors gabarit, par le spectacle auquel on a assisté déjà. Les deux candidatures, je pense qu'il y a, c'est à peu près prouvé par tous les sondages, une pluralité d'Américains qui aimeraient d'autres options, mais c'est ce qu'il leur est offert pour cette élection présidentielle. On verra si les choses changent du côté des démocrates. Je fais partie de ceux qui, depuis plusieurs mois, constate l'évidence étant que Joe Biden est aux abonnés absents. Je ne pose aucun diagnostic médical, j'en ai pas la compétence, mais je pense que le gros bon sens, le mien comme celui de tous ceux qui ne se sont pas fiés à ce qu'ils lisaient ou voyaient dans, je dirais, une majorité de médias mainstream, parce que je déteste les généralités qui nous font perdre le sens de la mesure. Mais tout à l'heure, vous disiez, Stéphane, qui est dans les médias mainstream, mais non, s'il vous plaît, je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout. Sinon que vous aviez pas tort en parlant des mainstream, à certains égards, ils arrivent souvent à s'entendre sur certaines choses, pas en se concertant le matin ou en se faisant une petite réunion en Zoom, mais parce que tout le monde comprend que c'est ce qui serait la position acceptable, disons. Et dans les circonstances, la position acceptable, c'est que Joe Biden
il était en pleine forme, que ça allait bien et que, particulièrement dans ces transactions privées, quand les médias n'étaient pas présents, quand l'œil du public n'était pas au-dessus de son épaule, il interagit parfaitement, il suit les cours de la bourse à la décimale près, il sait tout, il est impeccable, il est incollable, mais c'est vrai, depuis toujours, il y a un problème d'élocution, il a déjà été bègue, donc ça explique qu'il y a à l'occasion des ratés. Mais on nous disait tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, je pense que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, pas depuis 5 mois, pas depuis 6 mois, mais depuis plus longtemps encore. Mais c'était un tabou. La campagne de 2020, il l'a passé pour l'essentiel en étant à l'abri des regards indiscrets, dans un contexte où on pouvait l'accepter parce que c'était la COVID en 2020, et donc ça justifiait qu'il reste chez lui. Il avait mené une campagne aux primaires quand même, qui l'a exposé plus qu'il n'a jamais été exposé depuis, mais très rapidement, on a coupé court. Le Parti démocrate qui craignait à l'époque, puis je m'excuse de toutes ces digressions, on va revenir au débat, je le promets, mais ça explique où on se retrouve après le débat avec un candidat qui est, jusqu'à preuve du contraire, le candidat du Parti démocrate, qui pourrait choisir de prendre une sortie de secours. Enfin, si c'est pas lui qui le choisit, d'autres pourraient le faire pour lui. Mais qu'est-ce qui nous mène à ça? C'est plusieurs années de cécité volontaire de la part de beaucoup de gens extrêmement compétents et intelligents, journalistes, analystes, qui ne voulaient pas constater une certaine forme d'évidence. Alors, je reviens à la campagne de 2020. C'est peut-être la dernière fois où on a vu Joe Biden moins protégé. Alors, il y avait des moments où c'était, disons, difficile pour lui, mais on a toujours dit de Joe Biden qu'il était capable de se mettre le pied dans la bouche quand Obama a choisi de l'employer comme candidat à la vice-présidence en 2008. Je pense que dans le discours de présentation qui se voulait flatteur, Obama n'a pas pu s'empêcher d'être aussi ironique en disant Joe, avec un ton un peu condescendant, a aussi le don de se mettre les pieds dans les plats, comme pour annoncer qu'il y aurait des dérapages ou des ratés. C'est arrivé, mais c'est vrai aussi que c'était le personnage. Je nous ramène en 2020, donc un exercice où il était nécessairement exposé au grand vent. Une campagne primaire, ça sert à ça. C'est de tester les candidats, de voir comment ils résistent au stress, comment ils sont capables de traverser des cycles de débat, mais de présence média, justement dans l'œil du public non-stop. C'était difficile. Déjà, il y a des gens qui disaient il n'est pas nécessairement au sommet de sa forme. Puis soudainement, il est comme disparu. C'est-à-dire que le parti a choisi que ce serait l'homme de la situation. Et je parlais d'un coup de force tout à l'heure. Je fais des parenthèses dans mes nombreuses parenthèses. Mais coup de force parce qu'on craignait, chez les démocrates, Bernie Sanders, qui était immensément populaire au sein du parti, qui avait tenté sa chance en 2016, qui revenait à la charge en 2020, et c'est le cas de le dire, chargé d'expérience, chargé d'énergie, du vote des jeunes, beaucoup mobilisés, d'une gauche qui devrait être le fonds de commerce des démocrates, mais ils ne sont plus comme ça. Alors, ils sont prêts à dire on est de gauche, mais pas en assumant, disons, toutes les conséquences, y compris cette énergie, cette volonté politique qui était celle des jeunes derrière Bernie Sanders. Bernie Sanders n'est pas un démocrate. C'est un indépendant qui a déjà été socialiste, maire de Burlington, la petite ville voisine du Québec, qui est aujourd'hui sénateur indépendant, mais qui fait caucus avec les démocrates. C'est très important de le dire. C'est l'image que j'emploie toujours, c'est un Bernard l'ermite. C'est-à-dire, donc, c'est une petite créature fragile qui se cherche un coquillage à occuper pour se protéger. Et le coquillage qu'il occupe pour se protéger quand il veut devenir candidat au présidentiel, c'est le Parti démocrate. Alors, ils ont accepté, mais ils n'ont pas aimé. En 2016, ils ont tout fait pour le torpiller, ça a bien marché. En 2020, il était parti, mais en grande, aux primaires du Nevada. Monsieur Monsieur Sanders était considéré comme à peu près inarrêtable. Ça a fait très, très peur à la direction du Parti démocrate. Ils ont décidé de le stopper et tout le monde s'est rallié à la candidature de Joe Biden. Tous les candidats, il y en avait peut-être une dizaine, se sont tus, puis ont dit parfait, il y a un seul homme dans les circonstances. Puis là, il y a eu un moment déterminant, ça a été le barrage du feu pour Bernie Sanders, la primaire en Caroline du Sud, où Biden soudainement a fait un score extraordinaire appuyé par un congressman noir qui disait c'est l'homme de la situation, et ça a tout changé. Puis à partir de ce moment-là, Biden, qui a l'assurance d'être le candidat désigné du Parti démocrate, devient de plus en plus rare, de moins en moins présent, a moins besoin de donner d'entrevue et donc moins exposé. Et je promets qu'on va arriver au débat, mais ça explique
la surprise apparente de tout le monde depuis 48 heures. Donc, beaucoup moins exposé, caché en grande partie pendant l'été 2020, ce qui devrait être une période d'effervescence pour un candidat. C'est vrai, il va débattre avec Donald Trump à l'automne 2020, un débat qui s'est plutôt bien passé pour lui, mais je ne dirais pas que c'est lui qui l'a gagné, c'est plutôt Donald Trump qui, par ses excès à tous égards, a surpris, fait peur, il a peut-être un peu perdu. On dit que c'est un des moments pivots de la campagne. Je ne sais pas si c'est le cas en 2020, mais c'est clair que ça a pas créé, disons, la meilleure des optiques. Mais c'est la dernière fois où on l'a vu au front. Puis il était correct, mais il n'était pas redoutable. Et depuis cette époque, donc, président, avec le stress qui vient, avec évidemment les crises à répétition, dans un état où il n'est plus tout à fait jeune, très rarement laissé à lui-même, et à chaque fois, ou à peu près qu'on le voit, il se passe quelque chose. Il y a ou un faux pas, une déclaration qui est confuse, il a dit des choses qui, en toute autre circonstance, auraient fait grimper dans les rideaux. Par exemple, quand il a dit qu'en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan, les États-Unis interviendraient, c'est l'inverse de ce qu'est la posture officielle, sinon la doctrine militaire américaine, qui est l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que les Américains jamais n'ont dit ce qu'ils feraient. On dit aux Chinois, à vos risques et périls si vous intervenez à Taïwan, nous avons un allié qui s'appelle Taïwan, mais on n'a jamais dit si on interviendrait pour le défendre, mais en même temps, on n'a pas dit qu'on le ferait pas. L'ambiguïté stratégique. Or, M. Biden un jour dit, non, nous, on va y aller s'il le faut. Et puis là, derrière, ses conseillers se mettent à pédaler en disant, non, on maintient l'ambiguïté stratégique. Joe, dans un de ses moments de sympathique candeur, a simplement dit qu'il a le cœur avec les gens de Taïwan. OK. Alors, c'est arrivé beaucoup. Il est de moins en moins présent dans des forums où il est laissé à lui-même, des entrevues en solo, très, très, très peu, des conférences de presse, c'est probablement le président qui en a donné le moins pendant sa présidence. Il est protégé. Depuis quelques semaines, à chaque fois que des images compromettantes apparaissent, la Maison-Blanche avait cette nouvelle expression des cheap fakes, pas les deep fakes. Alors on dit ce sont pas des images de synthèse, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est une image ou c'est du vrai son, mais utilisé à mauvais escient. Vous ne voyez pas le début ou la fin, ce qui est tout à fait possible. Ça se fait. C'est comme ça qu'on peut manipuler des gens. C'est comme ça aussi que, comme journaliste, des fois, je dirais pas qu'on manipule ceux avec qui on travaille, mais qu'on cite des fois un peu hors contexte. On retient une citation, puis on n'a pas les mots qui précédaient, on n'a pas les mots qui succédaient. C'est de bonne guerre, c'est accepté, mais depuis quelques semaines, la Maison-Blanche livre une guerre aux cheap fakes, c'est-à-dire à toutes ces tentatives dans certains cas, absolument organisé par ses adversaires politiques, républicains ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens malveillants qui se font un malin plaisir à tourner en ridicule M. Biden. Je dis malveillant parce que on est souvent, dans certains cas, à constater, je dirais, la déliquescence d'un personnage, qu'il soit président ou pas. C'est pas heureux, c'est pas élégant, ça peut même être gênant. Alors, il est président, il y a des responsabilités qui viennent avec ça et des risques. Il doit les courir, il doit assumer ses responsabilités, mais c'est vrai que c'est pas toujours sympathique. Mais la vérité, c'est que ça a montré quelqu'un qui avait des absences, qui a des difficultés. C'est pas juste de s'enfarger sur scène, c'est de ne pas se souvenir de certaines choses. Ça a été montré du doigt par un procureur spécial qui était chargé d'enquêter sur les documents secrets que Joe Biden avait aussi chez lui, dans son garage, oui, comme on l'a reproché au président Trump en Floride. Donc, il y a un procureur spécial qui a fait enquête et je vais peut-être dire des choses que tout le monde sait chez vos auditeurs, mais le procureur n'a pas dit il n'y a pas lieu de ne pas aller de l'avant et de l'accuser d'avoir détenu illégalement des documents secrets. Le problème, c'est que je ne pourrais pas gagner mon procès. On ne sait pas s'il l'a fait. Aussi dans les circonstances. Puis la vérité, c'est qu'historiquement, des personnages qui ont eu des accès sécurité, qu'ils soient présidents ou pas, puis qui ont partagé une partie de cette information quand ils ont écrit des livres, d'anciens agents de la CIA, tout ça, demandent des autorisations, mais c'était une ligne, disons, qui n'était pas infranchissable jusqu'à ce qu'on décide d'en faire une question de principe formel avec M. Trump, qui a un peu couru après le trouble aussi, évidemment, en refusant de remettre à la justice ou de rendre accessible à la justice des boîtes de documents que la justice savait se trouver à Mar-a-Lago. À partir du moment où un subpoena est présenté, que tu refuses d'obtempérer, évidemment,
t'ajoute un peu à ton problème. Mais c'est vrai que M. Trump, parce que je pense qu'on voulait l'épingler et qu'il n'est pas du tout aimé dans le paysage, est devenu l'étalon de mesure dans ces rapports entre des gens qui ont déjà eu des codes de sécurité leur permettant d'accéder à des documents top secrets et le reste des individus qui ont eu ce genre d'accès, y compris le président Biden, y compris plein d'autres présidents qui doivent toujours nécessairement, quelque part dans leur tiroir, avoir un document qui est lié à leur passage à la Maison-Blanche. Personne en fait de drame dans le contexte polarisé électoral et où on veut mettre aussi, je pense, hors jeu Donald Trump. Les choses sont un peu différentes. Donc, tout ça pour dire qu'on est en face d'un homme, je m'écoute puis je me dis, je dois être absolument saoulant, mais vous avez appuyé, Samuel, sur le bouton, mais ça explique le contexte. Donc, dans ce contexte, Joe Biden, plutôt mis à l'abri. Alors, des paranoïaques pourraient dire il n'est pas mis à l'abri. En fait, il est utilisé. Il est instrumentalisé par des gens qui, en marge, prennent des décisions, font avancer le navire et gardent en figure de proue en avant Joe Biden, qui, apparemment, pour beaucoup d'Américains, était rassurant. Est-ce qu'il y a abus de faiblesse? Ça existe. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? J'ai encore une fois pas les compétences. Tout ce que je sais, c'est que des journalistes, certainement, mais une bonne partie de l'opinion publique américaine qui a utilisé son sens commun, son jugement, et qui a regardé la situation, qui a vu le personnage se détériorer, savait qu'il y avait, pour paraphraser Shakespeare, quelque chose de foqué au royaume des neurones présidentiels. Et c'est pas un jugement de valeur politique. On dit que l'avenir de la démocratie est en jeu, que si on élit Donald Trump, c'est la fin de la démocratie. Alors, si les démocrates sont à ce point mobilisés autour de cet enjeu et que ce n'est pas de la rhétorique vide, comment expliquer qu'ils aient comme seul personnage pour lutter contre ce danger existentiel quelqu'un d'aussi fragile? Et là arrive le débat. On ne parle plus des questions de fond parce que la seule question de fond était est-ce que oui ou non, il est sur la forme capable d'exercer la fonction présidentielle. Puis pour faire bonne figure, évidemment, les commentateurs, c'est normal, disaient on devra aussi s'assurer que Donald Trump a tous ses boulons bien ajustés, parce que depuis quelques semaines, pour renvoyer la balle, il y avait plusieurs personnes qui disaient lui aussi déparle, il fait des lapsus. C'est tout à fait possible. J'en ai fait au moins 5 ou 6 depuis qu'on se parle dans mon exercice Mais vous théorique. ne revendiquez pas, Stéphane, le poste un des plus importants au monde. Vous ne le revendiquez pas non plus. C'est évident, mais je n'aurais aucun problème, non pas parce que j'ai aspiration à le faire, à le revendiquer, sachant que je fais des lapsus ou que si on me donne 15 minutes, je vais peut-être me perdre. C'est normal. Je parlais de ça parce que Trump, donc, pour faire bonne figure ou bonne mesure, on disait, ben, on va vérifier si lui aussi, il est là, il a 78 ans. Il fait des rallyes politiques. On peut le détester, encore une fois. Moi, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Il fait des rallyes politiques. Je pense que Olivier a assisté à un à Vegas qui dure des heures, sans notes, sans prompteur, sans télésouffleur. Il donne des entretiens. J'en ai écouté un la semaine dernière avec All In, le podcast très populaire fait par des venture capitalistes aux États-Unis. Ça dure 1 heure. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup monté. Il n'y a pas de moment où on se dit il y a des problèmes moteurs chez Trump. Il y a peut-être des problèmes idéologiques. On peut ne pas partager son point de vue. Encore une fois, c'est pas un jugement. Mais est-ce qu'il est lucide? Est-ce qu'il est en possession de l'essentiel de ses moyens? On peut dire oui. Et c'est ce qui s'est passé jeudi soir. On a assisté à un exercice, en plus avec un split screen, où les images étaient accablantes. Je pense que sans écouter, moi j'ai fait l'exercice en silencieux pendant quelques minutes, le simple renvoi du langage non verbal, des signes, de l'affaissement du visage de M. Biden. Et je le répète, je ne veux pas porter d'opinion clinique, je n'en ai pas les compétences, mais on a tous des compétences profanes. On a vu une personne âgée qui perd ses moyens dans notre vie. On a vu nos parents qui étaient peut-être plus exactement au rendez-vous comme ils l'ont déjà été. C'est un peu le spectacle auquel l'Amérique a été soumise jeudi dernier, avec à côté quelqu'un qui était en forme, qui est énergique, dont le body language est aussi en adéquation avec ce qu'il dit. Et j'insiste,
je suis pas en train, parce qu'à chaque fois qu'on dit ces choses, on se retrouve dans la logique de ah ah, vous êtes avec M. Trump. Non, non, je suis avec le constat de l'évidence. Donc, à sa face même, je ne parle pas des propos de M. Trump, on pourra faire l'inventaire, si on le veut, des mensonges ou des demi-vérités. C'est tout à fait correct et normal qu'on fasse cet exercice. On peut le faire avec M. Biden aussi. Mais à sa face même, ce qui a été démontré jeudi, c'est qu'il y avait en face, d'un côté, un homme qui était en bonne possession de ses moyens, euh, plutôt sous contrôle dans les circonstances, parce que la formule du débat qu'on lui a imposée théoriquement pour le museler l'a servi. C'est-à-dire que la gaine qu'on lui a imposée a été extraordinaire parce que il est indiscipliné, il pète les plombs à l'occasion et il est souvent, je dirais pas son pire ennemi parce que la preuve a été faite qu'il sait ce qu'il fait. C'est un redoutable politicien, mais c'est un redoutable entertainer aussi. Je pense que c'est le plus gros show mondial qui a jamais été monté, que le cirque de M. Trump. C'est plus gros que Barnum. Alors on me dira, mais es-tu en train de dire que c'est un cirque? Ben, je suis en train de dire que la politique procède aussi du showbiz. Il faut voir comment ça se passe au Brésil, comment ça se passe un peu partout. Les politiciens, des fois, sont aussi quelque chose comme des performeurs. Et Trump est un redoutable performeur. Donc, la formule, elle lui a donné un air présidentiel. Elle a permis de faire en sorte que il n'écrase peut-être pas totalement Biden, ce qui aurait été contre-productif pour lui. Oui, exact. Et c'est donc passé jeudi. Trump était je ne sais pas si c'est au sommet, mais disons qu'il était en bonne forme. Pour ceux qui l'aiment, bonne nouvelle. Pour ceux qui ne l'aiment pas, ben, mauvaise nouvelle. Mais c'était du Trump, disons, pur jus. Et à côté, Biden, qui était en train de se liquéfier, sinon que peut-être dans la dernière demi-heure, il a un peu mieux fait, mais qui se liquéfiait en temps réel, avec ces images accablantes du regard hagard perdu. À la seconde 1, quand il est arrivé sur scène, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Il était fragile. L'Amérique est un pays, les États-Unis, pardon, parce que nous sommes des Américains au Canada, on est sur le même continent. Les États-Unis, c'est un peuple violent. Il n'y a pas beaucoup de circonstances atténuantes. Ça passe ou ça casse. La zone de bienveillance existe pour les quelques ceux qui s'accrochent à ce petit cache-sexe de l'hypocrisie qui est la bienveillance. Mais aux États-Unis, tu ne niaises pas avec le peuple parce que tu ne sais pas si ton voisin va être armé, tu ne sais pas si... C'est pas simple. Et donc, du jour au lendemain, est exposée cette personne qu'on avait cachée. Et c'est tout le monde en même temps qui fait, mais ça se peut pas. Mais surtout... C'est-à-dire une partie, parce que Voilà. pour les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Monsieur Biden, ça n'a pas été une surprise là, de le voir agir comme ça. Pour nous, c'était quelque chose de connu. Mais à la face du monde, et on s'est bien rendu compte qu'il y en a qui ont découvert un Joe Biden que nous, on connaissait, juste qu'il ne se soit pas enfargé quand il est monté sur scène. Déjà, c'est un exploit. Et puis par la suite, qu'il soit capable de tenir debout comme il l'a fait pendant 1h30, pour nous, ça nous a même surpris. Bon, mais pour beaucoup de personnes, c'était pas l'image qu'ils avaient de Joe Biden. Ils n'avaient pas cette image-là de vieille personne qu'on a le goût d'entourer de nos bras et de lui dire, non, c'est peut-être trop pour vous présentement. Donc, si tu me permets, Stéphane, est-ce que tu as dit quelque chose d'assez juste? Tu n'as pas eu le sentiment, moi je l'ai ressenti comme ça, que Trump, c'est l'état dans lequel est Biden, mais qu'il avait comme un sentiment de, pas de pitié, mais il n'a pas tapé plus fort, comme si, justement pour pas passer pour le mauvais, il avait une espèce de légère, même s'ils se détestent, on sait que les deux se détestent, mais il y a une forme de compassion de temps en temps. Ouais, de retenue, on voyait des regards qu'il avait vers Biden. D'ailleurs, la phrase est assez forte quand il dit à la 12 ou 15e minute, il dit oui, monsieur, j'ai rien compris de ce que monsieur Biden a dit, mais je pense qu'il n'a pas compris lui-même ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr que ça soit très bienveillant, ça. Tu vois? Je pense qu'au contraire, il faisait que souligner ce qu'on était en train de voir. Exactement, mais après si tu veux, plusieurs fois, on le voit le regarder avec... Pas de la pitié, c'est pas le mot pitié, mais une espèce de compassion où il n'a pas voulu taper plus fort. Et dans certaines analyses, il y en a beaucoup qui disent que Trump n'était pas très fort parce que justement l'autre était beaucoup trop faible, donc il n'a pas voulu se démarquer. Enfin, c'est une impression en tout cas.
C'est tout à fait possible que le pugiliste habile qu'il soit ait compris que moins était mieux, less is more, ou moins était plus, c'est très possible. Je pense que c'est une personnalité narcissique à l'extrême que celle de M. Trump. Je ne crois pas qu'il soit étouffé par la compassion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça en lui. Je ne le connais pas intimement. Et j'ai entendu des gens décrire le personnage dans des termes qui ne sont pas ceux de la caricature qu'on nous présente souvent. Mais je ne veux pas spéculer sur ce qu'étaient les dispositions et sur les émotions que ressentait M. Trump à l'endroit de M. Biden, alors effectivement qu'il était un peu en train de s'effondrer. Mais c'est évident que n'importe qui est aguerri aurait compris que tu laisses aller quelqu'un qui creuse sa tombe. Tu dis rien, tu le laisses le faire. Et vous disiez, Samuel, tout à l'heure, pour nous, ceux qui sont sur les réseaux, alors je ne sais pas qui nous sommes, ce que je sais, c'est que pour tout le monde, l'exercice de contraste n'a jamais été aussi clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis, M. Biden, mon long préambule de tout à l'heure était pour aussi expliquer les circonstances qui font qu'on arrive à quelque chose d'aussi radical, probablement même violent du point de vue de l'optique, du contraste entre Trump et Biden. On a tellement bien protégé M. Biden qu'on a évité toutes ces occasions où on aurait pu tirer ces conclusions. Et là, évidemment, c'est le concert, la symphonie, la polyphonie des Vierges éplorées qui, tout en même temps, constate qu'il est inadéquat, qu'il est... et là, c'est, comment dire, le gouffre qui sépare l'Amérique, les spectateurs, lecteurs et certains médias qui donnent le vertige à ceux qui sont aux manettes dans ces médias. Ils se disent, il faut vraiment qu'on fasse la démonstration qu'on a aussi compris. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de bluffer et de dire tout va bien pour le meilleur des mondes en ce moment à la Maison-Blanche. Ça ne fonctionne pas. Donc, soudainement, tu as des alliés historiques de M. Biden dans les médias, des gens qui sont ouvertement favorables à lui, c'est tout à fait acceptable, comme il y en a qui sont favorables à M. Trump, mais qui disent on adore Joe, mais il faut qu'il parte. Et là, tout le monde tous les faux culs, peut-être, je sais pas, mais tout le monde se dit il faut qu'on brouille les pistes et qu'on se rallie à l'évidence très rapidement. Et c'est ce qui va être très difficile à partir de maintenant pour M. Biden parce qu'il a été surprotégé. Et là, il y a du sang dans la piscine et il y a des requins affamés qui sont ses alliés historiques qui ont tous leur petit steak à protéger, leur perchoir, leur crédibilité, si c'est de ça qu'on doit parler, et qui ne lui donneront plus aucune chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, le plan de survie, quand tu as participé pendant des mois, je ne sais pas si c'est cacher la réalité, en tout cas à faire usage de cécité volontaire, d'aveuglement volontaire, à partir du moment où les masques tombent, ben là, il n'y a plus d'excuses et ils deviendront implacables. Thomas Friedman dans le New York Times qui expliquait avoir pleuré en regardant Joe Biden, qu'il aime tellement. On est chez Friedman, je dirais, dans le cénacle des acteurs de ce petit écosystème très incestueux entre les politiciens, les journalistes, le monde académique, des gens qui sont ensemble très bien et qui expliquent donc que j'ai pleuré en écoutant M. Biden. Joe, je ne sais pas s'il a vraiment pleuré, ça se peut qu'il ait ce genre d'émotion. Il est temps maintenant qu'il parte. Mais ce sont les mêmes, Paul Krugman, qui prix Nobel d'économie, qui écrit dans le New York Times aussi, qui peut-être avait, par son prix Nobel et sa compétence scientifique, accès à de l'information et à une perception du réel qui n'était pas la nôtre et qui voyait en Joe Biden quelqu'un qui était parfaitement en forme parce que c'est ce qu'ils disaient tous. Les leaders étrangers avec qui il interagit sont convaincus qu'il est on top de tous ces dossiers. Puis là, soudainement, ces gens sont forcés de dire time out, la récréation est terminée. Ça va être très violent pour M. Biden et je suis pas certain qu'on lui ait rendu service en passant de la négation du réel à une espèce d'accélération violente, mais aussi dans les circonstances qui sont les nôtres, opportunistes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, parce qu'ils ne veulent pas
maintenir leur image de négationniste du réel, vont tous les jours souligner que pour Biden, ça va pas bien. Et ce sont ses alliés. Ce sont ceux qui aujourd'hui se sont commis publiquement en disant il faut que ça cesse. Ils vont pas changer d'idée. Hier, en Caroline, M. Biden a fait apparemment une performance moins médiocre que celle de la veille. Puis là, soudainement, tout le monde dit il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Mais je ne sais pas comment ceux qui ont déjà quitté le bateau pourront trouver un prétexte pour revenir à bord du bateau en disant oh, finalement, c'était une mauvaise soirée, il y avait la grippe et tout s'est replacé. Je ne pense pas que ça soit possible. Mais il y a un mais, Stéphane, c'est que ce débat qui a été organisé à la va-vite, bon, on ne va pas rentrer dans les coulisses de CNN, puisqu'on sait qu'ils ont voulu organiser un débat, que l'équipe de Biden l'a refusé. Puis finalement, quand ils se sont aperçus que dans les sondages, Trump prenait beaucoup d'avance, ils ont fini par accepter. Les démocrates, en ayant vu le débat, et comme tu parles de l'article qu'il y a eu dans le New York Times qui demande son départ, on sait que dans l'histoire américaine, je crois que de remplacer un candidat, c'est arrivé qu'une fois en 1968, c'était Robert Kennedy, mais c'est parce qu'il a été assassiné. Je crois que c'est la seule fois dans l'histoire des élections. C'est-à-dire que c'est le président Johnson qui a choisi de se retirer parce qu'il était en campagne électorale en mars 1968. Le président Johnson voyait que c'était difficile pour lui. Il était attaqué par des alliés politiques, des démocrates, mais qui contestaient son leadership. Et finalement, lui a dit non, je me retire. De fait, c'est Robert Kennedy qui, à ce moment-là, est monté dans les sondages et qui a été assassiné en juin de la même année. Donc du coup, il y en a qui disent que ce débat qui a eu lieu là a permis de jauger justement Joe Biden, s'apercevant qu'effectivement il n'est pas du tout au niveau. La convention démocrate est en lieu cet été, ça leur permettrait. Voilà, c'est ça, ça leur permettrait de le remplacer. Maintenant, ton analyse à toi, tu envisagerais qui pour le remplacer? On parle beaucoup du gouverneur de Californie, mais qui tu verrais, toi, pour remplacer Joe? Le souci, c'est qu'ils n'ont pas, d'équipe B, ils n'ont pas d'équipe C, puis ils n'ont pas vraiment d'équipe. Alors, il y a des joueurs potentiels, des gens ambitieux, des gens talentueux au Parti démocrate, il y en a plein, mais ils n'ont pas été groomés pour parler en franglais, beaucoup. Gavin Newsom, lui, est certainement prêt, mais tous les candidats savent que quand tu as la chance d'être désigné candidat de ton parti pour un cycle présidentiel, si tu mords la poussière, les possibilités de revenir 4 ans plus tard sont très minces. Il n'y a pas beaucoup de précédents. En fait, je pense que dans la deuxième moitié du 20e siècle, il y a Adlai Stevenson, qui a été l'adversaire de Dwight Eisenhower en 52 pour le Parti démocrate et à nouveau en 56. Mais autrement, quand tu as perdu, tu es un loser et tu reviens pas. L'exception, c'est le loser Trump qui a perdu en 2020 et qui revient avec apparemment autant, sinon davantage de force politique. Donc, tous les démocrates qui étudient le dossier, qui ont de vraies ambitions présidentielles, sont obligés de se demander est-ce que j'ai envie d'aller au casse-pipe en 2024? Parce que c'est vrai que c'est une quantité insaisissable, Trump. On peut le détester, on peut, encore une fois, avoir toutes sortes d'opinions sur lui, mais il est politiquement puissant. Donc, est-ce que Gavin Newsom a envie de prendre ce risque? Peut-être qu'en son fort intérieur, il se dit qu'il est capable de battre. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un nouveau candidat énergique, articulé, peut pas faire pire que Joe Biden, sinon que Biden avait réussi à faire quelque chose de difficile chez les démocrates, c'est d'attacher, de ficeler une certaine forme d'unité entre la gauche, la droite, entre les technocrates. Alors, une unité de façade, mais il a assez bien réussi. Gavin Newsom incarne la gauche woke du Parti démocrate qui, en Californie, fonctionne correctement. Pas assez pour qu'il n'y ait pas un rappel dans son cas, c'est-à-dire qu'on a amassé suffisamment de signatures il y a quelques années pour forcer un vote sur le gouverneur avant les élections. Un recall, on ne connaît pas ça chez nous au Canada, mais ça existe aux États-Unis. Donc, il y a eu suffisamment de signatures pour organiser le recall, ce qui en Californie est assez improbable parce que c'est un État uber démocrate, mais ils l'ont obtenu. Gavin Newsom a gagné sans aucune difficulté ensuite cette élection spéciale. Alors, ce qui le rend populaire en Californie ne le rend pas nécessairement populaire en Oklahoma ou en Louisiane, disons les choses comme ça. Peut-être l'équivalent de DeSantis avec la Floride, très populaire en Floride, mais pas spécialement populaire aux États-Unis.
mais surtout pas particulièrement compétent comme candidat, disons les choses. C'est-à-dire que oui, les électeurs de Floride ont apprécié ce qu'il a fait. Il est encore considéré comme une star chez lui, mais c'est un candidat calamiteux. C'est un très mauvais candidat. Il en a fait la preuve et ça sert à ça une élection présidentielle. Même sans Trump, je pense que M. DeSantis aurait eu des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu obtenir la nomination, mais il y aurait eu des difficultés. Alors, les démocrates n'ont pas beaucoup d'alternatives. On parle beaucoup de Mme Harris. On dit, ben, elle coche deux cases importantes. C'est une femme, il n'y en a pas eu des tonnes, c'est vrai. C'est une noire. Alors, à part M. Obama, il n'y en a pas eu des tonnes non plus. Mais ça ne la rend pas pour autant compétente. C'est pas parce qu'elle coche les deux cases qu'elle est. Alors, elle n'est pas incompétente, mais sa campagne à l'investiture du parti en 2020 a été un cauchemar. Elle a des difficultés à gérer le bureau de la vice-présidence, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de roulements de personnel. Pas exceptionnel, mais ça a été souligné. À un moment donné, on a mis un peu le silencieux là-dessus, mais elle a perdu beaucoup de ses équipes. On dit que c'est pas harmonieux. Donc, le premier test du leadership, avant de dire « je vais régler les problèmes de l'humanité », c'est de savoir si dans ta cour arrière, tu es capable. Difficultueux. Et je pense que la Maison-Blanche en est très consciente. D'ailleurs, elle a été un peu mise en retrait. Je vois mal le Parti démocrate. Évidemment, une traction toute relative auprès de l'électorat américain. Alors, je pense pas que c'est une solution et je crois que le Parti démocrate là-dessus le sait. Le même parti qui a cru et qui croit encore que Joe Biden est la solution semble plus éclairé, disons, sur les chances de Mme Harris. Il y a peut-être d'autres candidats qu'on soupçonne mal. Il y en a nécessairement. La question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à jouer, à prendre ce risque, sachant que ça va être difficile avec Trump, qui a des sous, qui a du momentum, qui mobilise. Alors, l'idée qu'on a organisé ce débat pour mesurer un peu les choses, prendre la température de l'eau, les sondages des prochains jours vont être déterminants. Mais justement, qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, Samuel, pardon. Non, mais justement, pendant le sondage, on avait, avant le débat, on disait qu'ils étaient nez à nez. Et puis, hier, un sondage est sorti de la firme Léger qui donnait une avance à Donald Trump qu'il montait à 50% des intentions de vote. Oui, une augmentation de 7%, effectivement, et de Joe Biden, une diminution de 3%. Donc, le débat aura peut-être servi justement à montrer une réalité pour certains et de dire, ben moi, un homme qui est hésitant comme ça, qui n'est pas, je ne fais pas confiance à ce type de personne-là, et il n'a pas changé là, durant la nuit là, de mercredi à jeudi, M. Biden. Il était comme... Alors, les gens étaient... Moi, je m'excuse, Stéphane, mais je veux quand même le dire, ils ont amélioré l'image de Joe Biden pendant des années, alors qu'il y avait une frange de la population qui reconnaissait que M. Biden n'était pas la personne qu'on nous décrivait, qu'on nous servait dans les médias conventionnels, parce que c'était pas l'image que nous, on voyait, qu'on percevait ailleurs. Et puis, je me rallie, disons, à cette généralité, parce que c'est vrai que les médias conventionnels n'ont pas fait d'excès d'efforts pour mettre au jour ce qui n'était pas un vrai secret, mais certains l'ont fait. Le Wall Street Journal a fait un article très bien documenté, d'ailleurs avec une quarantaine de sources où on disait, c'est difficile, il y a vraiment ils ont été attaqués de toutes parts parce que c'était indigne d'un journal comme le Wall Street que de s'attaquer à une personnalité. Et c'est parce qu'on confond, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est un peu odieux même de se mettre à parler de la santé mentale d'une personne de cette ou alors c'est pas de sa santé mentale, de ses facultés, mais il est président. Donc moi je posais la question à des amis, je disais est-ce que vous connaissez des parents qui ont des enfants en bas âge qui auraient envie de les confier à la garde de Joe Biden pour un week-end? Puis je suis pas ironique. Et après avoir vu, je sais pas, en fait oui peut-être s'il vous plaît. Si je pose la question, c'est que je pense qu'on serait hésitant. Il a le contrôle du feu nucléaire. C'est l'exemple typique. Je suis banal en disant ça, mais il y a plein d'autres choses. Alors, on peut me dire, mais il est très bien entouré, il y a plein de gens qui ne laisseront pas faire. Mais c'est pas pour eux qu'on a voté.
Exactement. C'est le principe de la fonction présidentielle, c'est qu'on fait confiance à un individu qui peut assumer ses responsabilités. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne le sais pas, mais c'est évident que le débat a changé les choses. Est-ce que les démocrates ont un plan B? On va le savoir très prochainement. 2 tests, et on va se laisser là-dessus parce que j'ai des amis ici à la télé, à BFM qui m'attendent. Déjà très généreux de mêmes choses. Merci, pour les mêmes choses. Mais l'argent, est-ce que ça va avoir un impact sur la capacité du parti à ramasser des sous? Et money talks tout le temps. Et je peux pas imaginer que ceux qui ont des doutes vont pas le manifester en votant avec leurs pieds, c'est-à-dire en fermant le robinet, puis en disant, écoutez, vous voulez des sous, trouvez une solution. Et je disais, c'est un pays violent, pas au sens de on se tue, mais c'est violent au sens où on passe de 0 à 100 très rapidement. Et il n'y a pas de complaisance. Et ceux qui donnent des millions vont aussi vouloir être récompensés. Parce que quand tu donnes des millions, c'est parce que tu veux quelque chose en retour. En retour. Et oui, et tu veux quelqu'un qui n'est pas aux abonnés absents et qui va se souvenir que tu as donné des millions. Alors on dira, il y aura des gens qui gardent un petit carnet avec tout ça. Mais donc l'argent, premier test. Deuxième test, la réalité électorale, les sondages. Et quand on verra la profondeur du dommage ou pas, je crois aussi qu'il y a des réponses qui vont s'imposer. Et la suite, c'est de la politique fiction. Et ça fait depuis 2016 qu'on écrit des pages improbables de l'histoire politique aux États-Unis. À chaque fois, on dit qui aurait pu imaginer. Alors moi, j'ai fini de faire des prévisions. J'avais dit il y a plusieurs mois que j'étais convaincu d'une seule chose, c'est que M. Biden ne serait pas à l'investiture le 20 janvier prochain. Alors, il peut y avoir plein de scénarios qui justifient, mais que ce ne serait pas celui qui prêterait serment le 20 janvier prochain, y compris s'il fallait qu'il soit élu en novembre. Je pense qu'il se passerait quelque chose entre le mois de novembre et le mois de janvier. C'est ma seule certitude, puis c'est miser beaucoup parce que j'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce dont j'étais moins convaincu. Et l'hypothèse, et pour finir, Stéphane, l'hypothèse Michelle Obama, pour finir ce que tu disais à propos du gouverneur de Californie. Moi, je pense que c'est le degré zéro de la pensée. C'est une espèce de truc qui tourne, qui est répété, et à chaque fois qu'on me le dit, c'est avec un sourire complice, genre hey, tu sais pas ce que je sais, Michelle Obama, l'arme secrète. Pour moi, ça me semble... ça se peut, hein, tout est possible. Je veux dire, on sait que tout est possible, mais elle n'a jamais fait de politique. On ne lui connaît aucune compétence particulière. Je dis pas qu'elle n'est pas redoutable. C'est une avocate. Elle a vécu la Maison-Blanche. Elle a été la conseillère certainement active du président Obama. Donc, elle a des compétences. Et le principe, c'est que tu es testé. Une campagne présidentielle, c'est ce que ça fait. Ça dure des mois. Je pense que du jour au lendemain, si Mme Obama était envoyée dans l'arène, elle trouverait ça d'abord extraordinairement violent. Elle passerait là aussi de 0 à 100 km en quelques fractions de seconde. J'imagine que là, la peau suffisamment épaisse pour être capable suffisamment carapacée pour faire face à la musique. Mais d'abord, est-ce que ça lui tente? Est-ce qu'elle le veut? Elle a toujours nié. Puis c'est comme la solution magique, mais c'est débile. Et ça dit quelque chose aussi de l'état du désarroi chez les démocrates. Ouais. Si la solution, et ça nous ramène en plus à l'espèce d'oligarchie politique, il y aurait les Bush, il y aurait les Clinton, puis il y aurait les Obama. Et donc ça serait comme... c'est anti-républicain au sens de la République américaine. Alors, on pourrait me dire que les Adams, en d'autres temps, d'autres siècles, père et fils ont fait la preuve qu'on pouvait très tôt déjà avoir la main haute sur la présidence. Mais si ce sont les mêmes joueurs qui systématiquement ont vocation à devenir des présidentiables, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de la démocratie, que ce soit chez les démocrates ou que ce soit chez les républicains. Et bon, peut-être qu'il faudra se résigner au pire. Moi, je fais partie des optimistes. Je pense que ça participe de la grande aventure. Des fois, il faut se pincer le nez, mais je suis un optimiste. Bien, merci beaucoup, M. Bureau, d'être passé aujourd'hui. Bonne fin de journée pour vous. Juste, Samuel, rappelez que Stéphane, pour tous ceux qui nous écoutent, sera lundi midi sur Sud Radio avec notre ami André Berkoff à Stéphane, 12h30, c'est-à-dire 6h30 du matin au Québec. Oh, oui, effectivement. Ça intéressant je vois que tu es bien informé, Olivier. Et vous pouvez évidemment aussi, si ça vous dit... Si ça vous dit aussi, évidemment, vous pouvez écouter mes interviews sur Contact. Donc, Contact avec Stéphane Bureau, c'est le meilleur moyen d'entendre, je dirais, mon inventaire d'invités
extraordinaire parce que j'ai vraiment des gens beaucoup plus compétents que moi en face de moi chaque semaine. Et si ça vous dit, ben, venez les entendre. Déjà 157 entrevues d'ailleurs de réaliser sur Contact, une chaîne à suivre sur YouTube. Je vous invite à aller vous abonner. Et puis, merci beaucoup, M. Bureau, d'être passé. Bonne fin de journée pour vous. Merci Stéphane. Au revoir. Au revoir.